And I wipe the sand from my eyes. The Spanish Sahara, the place that you'd wanna leave the horror here. Forget the horror here. Forget the horror here. Leave it all down here. It's future rust and it's future. Bon, avant de se lancer dans le vif du sujet, petite remise en contexte. Life is Strange est une saga de jeux vidéo narratifs à choix, édité par Square Enix, les mêmes qui sont derrière Final Fantasy. Et en ce qui concerne leur développement, ce sont les studios Deck9 Games, Feral Interactive et Dontnod qui s'en sont chargés. D'ailleurs, ce dernier avait aussi travaillé sur Remember Me, un jeu que tout le monde a oublié. Il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, 4 jeux Life is Strange en ce qui concerne la série principale. Comme expliqué plus tôt, ces jeux sont considérés comme étant des jeux narratifs à choix. C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de certains personnages et que les choix que nous ferons au cours du récit auront un impact positif ou non sur le cours de l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que les réactions en ce qui concerne le premier opus ont été dithyrambiques. Ça a vraiment été un succès inattendu pour le studio, et ce malgré certaines critiques assez sévères. Je n'ai pas beaucoup aimé Life is Strange. Sous-entendu que je n'ai pas du tout aimé Life is Strange. 20 millions de ventes en 2023 pour le premier opus. Dans cette vidéo, nous allons donc tenter d'analyser les différentes raisons du succès de ce jeu vidéo et pourquoi il a réussi à toucher autant de monde. Et pour ça, je vais diviser la vidéo en plusieurs chapitres. On aura donc d'abord la narration, la mise en scène et enfin le gameplay. Est-ce que vous savez quelle thématique lie tous les jeux Life is Strange? Le premier jeu qui raconte l'histoire d'une adolescente qui rentre dans la vie d'adulte et qui doit abandonner son passé. Life is Strange 2 dans lequel on joue un personnage qui est un jeune adulte aux côtés de son petit frère de 9 ans, donc proche de la préadolescence. Ou encore Life is Strange Before the Storm qui raconte la descente aux enfers de Rachel et Chloé, pouvant être une métaphore de la désillusion du passage de l'enfance à l'adolescence. Ou même Life is Strange True Colors qui raconte l'histoire d'une jeune adulte qui a son premier travail ainsi que son premier appartement mais qui va devoir faire le deuil de ce monde qu'elle idéalisait tant car il est loin d'être aussi parfait que ce qu'elle pensait. Vous l'aurez deviné, ce fameux thème, c'est la transition d'une période de la vie à une autre. Mais contrairement aux comics Spider-Man qui reste bloqué sur le passage à l'âge adulte, Life is Strange a petit à petit évolué pour parler des différentes transitions qui se font au cours de la vie, permettant ainsi de changer avec son joueur. Et le fait de traiter ce genre de thématiques qui nous concerne tous, ça nous donne une certaine importance. On sent que nos problèmes sont réellement pris en compte. Et ça change de beaucoup de blockbusters dans lesquels on ne traite que des thématiques concernant des gens exceptionnels. Ce qui n'empêche pas mal d'éléments fantastiques. Ces jeux traitent de tas de sujets qui nous touchent tous à un niveau plus ou moins élevé. Ces jeux vont parler du handicap, du harcèlement, de la pression sociale, même bien évidemment la pression due aux choix que nous devons faire dans la vie pour avancer. Et d'ailleurs, ça amène à autre chose, l'impression d'avoir enfin une seconde chance. Vous savez, toutes ces fois dans la vie où vous vous êtes dit « Ah mince, et si j'avais réagi comme ça plutôt ?» Ou alors « Si j'avais fait ça ?» Et cela donne bien plus d'impact émotionnel à l'histoire, car on peut facilement identifier certaines situations du jeu à d'autres qu'on a pu connaître dans notre vie. Couplez ça au fait qu'on a un élément actif de l'histoire et que nos choix ont des conséquences sur la suite, cela donne une implication jamais vue. Mais cela ne sert pas que pour le côté émotionnel. Ces thématiques donnent aussi l'opportunité d'avoir des arcs de personnages très intéressants. D'ailleurs, dans le deuxième opus, la mort du père de Sean et Daniel va les obliger à se débrouiller par eux-mêmes. Couplez ça au fait que Daniel est un jeune enfant avec des super pouvoirs et que donc il peut facilement péter un câble et que si ça arrive, ça risque d'avoir de grosses conséquences. On obtient une dynamique entre les deux protagonistes qui est extrêmement haletante. Surtout que, comme le daron est mort, ce gros con, c'est à nous de l'éduquer. Ce qui veut dire que s'il fait de la merde, c'est à cause de nous. Et en plus de tout ça, il faut ajouter le fait que les flics nous courent après et qu'on doit choisir quel type de vie on veut mener. Une vie paisible, tranquille, ou obtenir la liberté et vivre dans un risque constant. Mais une histoire, même la meilleure de toutes les histoires, n'est rien si elle est mal racontée. Et ça, Life is Strange l'a très bien compris. Entre l'esthétique de l'automne, qui en plus d'être très douce, correspond parfaitement aux thématiques de changement du jeu, la musique absolument magnifique et des mouvements de caméra très calmes, le jeu fait vraiment tout pour rendre ces moments agréables. Sauf qu'il en profite pour nous rappeler parfois avec violence que, ça marche pas comme ça. Les moments, c'est par définition éphémère. Et dans ces moments-là, les couleurs sont plus ternes et la musique devient de plus en plus angoissante. Mais la licence n'est pas pour autant pessimiste sur ce sujet. Le premier opus montre que si on arrive à aller de l'avant, même si c'est vraiment très dur, eh bien la réalité
réalité n'en deviendra que plus belle, malgré un moment compliqué. Alors que si on décide de rester dans le confort du passé, on ne fait que laisser une montagne de cadavres derrière soi. Et là, vous allez me dire, oui, bon, ok, c'est mignon ce que tu nous racontes, mais tout ça, c'est des trucs qu'on peut voir dans des films, alors pourquoi en faire un jeu vidéo? Eh bien, tout ça, c'est pour donner la possibilité aux joueurs de faire des choix. Mais ça, on en reparle un peu plus tard. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est à quel point ils nous mettent la pression. En effet, lors des choix les plus importants du jeu, on a littéralement le temps qui s'arrête pour nous faire ressentir à quel point notre décision va impacter le futur. Ce qui est renforcé par une musique et des effets sonores très angoissants et une déformation de l'image. Même si dans le premier jeu, on peut remonter dans le temps parce qu'une conséquence à court terme ne nous a pas plu, car on n'a aucun moyen de savoir les effets à long terme de nos choix. Ce qui est amplifié par le fait que les protagonistes sont des personnes très peu confiantes et que donc ils remettent tout le temps en question nos choix. Mais des fois, c'est plus inventif que ça. Par exemple, dans List 2, dans certains moments de panique, si on ne répond pas assez vite à la personne qui est en face de nous, la cinématique continue avant même qu'on ait eu le temps de répondre. Et tout ça nous rend encore plus heureux dans les moments de bonheur, car on se dit que c'est grâce à nous. Mais du coup, dans les moments plus tristes, on culpabilise encore plus. Surtout qu'on a des tas de moments extrêmement touchants entre les différents personnages. Je veux dire, regardez-moi ça et osez me dire que vous trouvez pas ça choupi. Surtout que, comme montré plus tôt, le jeu n'oublie pas de nous faire passer des moments très touchants avec les autres personnages. Ah, et c'est là que tu vas enfin parler du gameplay dans cette analyse de jeu vidéo? Mais bien sûr que non. Oui, bon, ok. Mais pour reparler des choix, il n'y a pas que les choix les plus importants qui sont les plus importants. Ouais, bon ok, ça sonne un peu bizarre dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer. Tout au long des jeux, on a le choix d'explorer ou non le monde qui nous entoure et de faire connaissance ou non des différents PNJ. Et en plus, en fonction des différentes interactions que vous aurez eues avec eux, vous pourrez devenir amis ou non avec ces personnages. Mais on peut également prendre des photos, faire de la musique, faire des tags, bref, on prend des choix plutôt banals. Et c'est vraiment capital, parce que s'il n'y avait que les choix principaux, on aurait tout de suite l'impression que ce ne sont que des outils pour faire avancer le scénario. Et ça briserait la crédibilité de l'univers. Et pour que ce monde nous semble encore plus réel, il y a différents éléments que nous retrouvons au cours des différents jeux, comme par exemple cette fameuse mascotte, ou même certains personnages qui reviennent. On a par exemple Steph qui revient en tant que membre du trio principal dans Life is Strange True Colors. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la saga a renouvelé cette simple idée. Par exemple, dans le premier jeu, c'est très simple, il y a les choix très importants, et les choix importants, mais pas trop. Alors que dans le deuxième, il faut bien faire attention à chaque choix pour éduquer de la meilleure des façons notre petit frère. Mais on a également des mécaniques supplémentaires à chaque jeu, en accord avec la personnalité du personnage. Dans le premier, on peut remonter dans le temps parce que Max a du mal à abandonner son enfance. Dans Before the Storm, on a les défis d'insolence parce que Chloé est très insolente. Dans le 2, c'est nous qui demandons ou non à Daniel d'utiliser son pouvoir, ce qui fait que si ça merde, c'est de notre faute. Et dans le dernier, on peut voir les émotions des autres, car Alex est socialement très mal à l'aise. Et le jeu incorpore même un système de RPG parce que c'est cool en fait. Mais ça fait déjà plus de 7 minutes que je vous parle et je n'ai toujours pas abordé le point le plus important, un point qui paraîtrait évident à tous ceux qui ont joué à chacun des jeux de la franchise, les histoires d'amour. Je suis sérieux, c'est un des plus gros débats qu'il y a autour de Life is Strange. En effet, dans chaque jeu, on peut choisir avec qui on veut se mettre en couple ou même si on veut rester célibataire. Et c'est juste génial, car ça rend la communauté encore plus passionnée et ça nous applique encore plus émotionnellement dans le jeu. Au moindre problème qui leur arrive, tu te sens responsable. Et en plus de tout ça, quelque chose d'exceptionnel qui n'a jamais été fait dans aucun jeu vidéo, il y a des QTE. Non mais vous vous rendez compte, vous devez appuyer sur un bouton au bon moment, et le bon bouton en plus. C'est absolument génial. Même Red Dead Redemption n'arrive pas à la cheville d'un tel génie. Les QTE, c'est le sens de la vie. Mais du coup, au final, qu'est-ce qui fait qu'on aime autant Life is Strange? Eh bien, il y a selon moi plusieurs raisons. Tout d'abord, les persos sont humains, ce qui fait qu'on peut facilement s'identifier à eux et avoir un lien émotionnel très fort avec ces personnages. Surtout quand ils vivent des difficultés que nous aussi on a pu connaître dans notre vie. Ou même, et ça j'en ai pas vraiment parlé, le racisme et les discriminations de manière générale. Mais il y a aussi un autre côté extrêmement important de Life is Strange, et c'est son aspect réconfortant. Alors, ça peut paraître assez étonnant, étant donné toutes les péripéties énoncées jusqu'à présent, mais ce qui marque le plus les gens dans Life is Strange, c'est dans beaucoup de cas, tous ces moments où on peut juste se reposer ou passer du bon temps avec des amis. Et dans un monde où on travaille de plus en plus et où on peut de moins en moins profiter de la vie, Life is Strange apparaît alors comme une solution. Alors j'espère vous avoir fait passer un bon moment, mais nous allons malheureusement devoir nous quitter, car s'il durait pour l'éternité, ce ne serait plus vraiment un moment.